Bonjour et bienvenue à L'Effet durable, l'émission de la Maison du développement durable sur les ondes de CIBL 101.5. Aujourd'hui, 17 décembre, ce sera notre dernière émission de 2024 et je suis extrêmement contente de la passer avec les merveilleuses invités que vous allez rencontrer aujourd'hui. On parle réparabilité, modèle alternatif de consommation aujourd'hui, donc juste à temps pour les fêtes. Hein. Là, il va y avoir le Boxing Day bientôt qui va être fort tentant avec ses rabais et ses 2 pour 1 et ses 2 pour... en tout cas, pour tous ces rabais. Et oui, l'approche des fêtes, je le sais qu'il y en a qui achètent leurs cadeaux bien à l'avance, mais pour celles et ceux qui les auraient pas encore achetés, là, je vous invite à écouter, puis à réfléchir, à laisser faire la pression, là, tu sais, de pas arriver les mains vides, de se dire, faut que j'offre assez, faut que j'offre plus, faut que j'offre quelque chose de tangible et de solide, par opposition à peut-être choisir différemment cette année, pourquoi pas, hein? On pourrait se donner ça comme défi. Alors, pour parler de ces magnifiques sujets, j'ai le bonheur de recevoir Fauve Doucet, qui est fondatrice et présidente du Partage Club. Bonjour, Fauve. Allô! Bienvenue à l'émission. Il y a également Annette Nguyen, fondatrice du Schwab Club. Bonjour, Annette. Salut! Très heureuse de te recevoir également. Hélène Gervais, qui est conseillère en environnement chez Recyc Québec et experte en économie circulaire. Bonjour! Bonjour! Et finalement, Julie-Christine Denoncourt, qui est analyste en réduction à la source chez Équiterre. Bonjour, Maude! Bonjour! Donc, je vous ai lancé diverses questions d'emblée là, pour qu'on réfléchisse tout un petit peu à différents aspects de la consommation, de la réparabilité, de l'économie circulaire, de notre façon de consommer en général. J'avais envie de commencer avec Fauve. Donc, tu es entrepreneur en innovation sociale et environnementale, experte en mutualisation, circularité, économie collaborative. Donc, tu es vraiment beaucoup là-dedans. Et tu es la fondatrice, comme je le disais, de Partage Club qui multiplie ses apparitions dans des contextes diversifiés, dans des milieux plus conventionnels aussi. Hein. Tu développes beaucoup de partenariats avec ton équipe derrière Partage Club à plein de niveaux. Et le Partage Club est une économie dite collaborative. Est-ce que tu peux d'emblée nous expliquer un petit peu comment fonctionne le Partage Club? Oui, on a développé une application de partage d'objets entre voisins. Donc, c'est une application mobile. Quand on va sur Apple Store, Google Play Store, on la télécharge, puis on peut partager, en fait, ce qu'on a à la maison, qui est sévèrement sous-utilisé, comme la dite perceuse qui est utilisée en moyenne dans sa vie que de 10 à 12 minutes. C'est complètement fou. Quand on le compte en minutes comme ça, c'est assez incroyable à entendre comme statistique. Puis il y en a qui en ont 1, 2 et même parfois 3. Wow! Mais on les veut, ce partage club, parce que c'est ceux qui vont pouvoir prêter aux gens. Et ce qu'on veut amener aussi, c'est à amener la réflexion de quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas obligatoirement, je suis pas obligée de l'acheter. Mm-hmm. Je peux l'emprunter. Puis on a vu un gros mouvement au niveau de l'achat de seconde main qui est déjà extraordinaire. Mais là, c'est d'aller un petit peu plus loin puis de dire, mes skis de randonnée que je vais peut-être utiliser une fois cet hiver, que c'est un gros équipement qui coûte bien cher, je pourrais l'emprunter. Donc, c'est tout ce qui est pour l'impact environnemental, mais aussi l'impact économique. Puis on sait que pendant cette période du temps des fêtes, puis même durant la dernière année, c'est difficile pour les Québécois. Donc, c'est ça, c'est une application, c'est 3 semaines d'essai gratuit. Après, c'est un membership pour pouvoir emprunter et prêter librement. Quelle merveilleuse initiative, on aime ça. Ça permet de créer des liens aussi. Hein? On parle de tisser davantage de liens dans notre communauté, donc pourquoi pas passer par une application et un système comme celui-là. Vous avez un rapport d'impact qui a été mené avec l'Université McGill, puis j'aimerais ça entendre les résultats. Qu'est-ce qui a été étudié et c'est quoi qui en est ressorti? Bien, on le savait qu'on avait de l'impact parce qu'on le voyait, puis on le savait selon une étude littéraire, mais là, on a voulu vraiment sonder puis regarder au niveau quantitatif les analyses de cycle de vie, voir c'était quoi notre impact économique, social et environnemental. Donc, en avant-première, on est heureux de savoir que quelqu'un qui va partager une fois par mois dans une année va diminuer de 10 % ses gaz à effet de serre liés à la consommation de biens. Donc, c'est majeur. On s'est rendu compte aussi que d'un point de vue économique, un partageur va économiser en moyenne jusqu'à 200 $ par année sur le Partage Club en empruntant au lieu d'acheter. Puis au niveau social, c'est qu'un partageur va rencontrer environ 2,5 nouvelles personnes en un an qu'il ne connaissait pas dans son quartier. Et ça va faire en sorte qu'il va aussi, 94 % avoir plus le goût d'aider
sa communauté. Et aussi 43% moins gênés de demander. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment sensibiliser parce que ce qu'on voit, c'est que les gens adorent prêter, mais emprunter, se mettre vulnérable, puis dire « j'ai besoin ». C'est difficile, hein? C'est difficile. Donc, voilà. On croirait pas. Ouais. On croirait pas, mais oui, il y a ce petit frein à traverser, là, quand on entre dans le partage club ou même sans partage club, juste pour aller emprunter une échelle à son voisin ou un marteau, là. Des fois, ça peut être difficile. Et c'est sûr que là, d'emblée, tu sais, dans ce que je vous avais lancé comme question, il y avait cette absurdité de continuer à consommer, malgré qu'on connaisse de plus en plus l'état de la consommation, de l'extraction des matières, la transformation, les déchets qui s'en suivent, la durabilité aussi de tous ces items-là qu'on achète, que ce soit un vêtement, une bouteille ou un outil, un véhicule, tout ce qu'on consomme finalement. Et là, il y a le documentaire sur Netflix, Buy Now, hein, qui montre tous les stratagèmes, tout ce qui se passe derrière cette industrie-là pour nous amener à continuer de consommer et à acheter plus, qui parle aussi de la surconsommation. Tu avais envie de partager, toi, comment tu as vécu cette expérience face au documentaire dans le milieu dans lequel tu œuvres aussi, là, de manière contradictoire, là, si on veut. Ben moi, à la base, j'ai fait ma carrière en communication marketing. Donc, j'ai été aussi au cœur de campagnes, tu sais, qui voulaient nous amener à surconsommer, tu sais. Mm-hmm. Là, en ce moment, pour faire écho, puis j'invite tout le monde à aller voir ce documentaire, c'est pas anodin que c'est sorti juste à l'aube de Black Friday. Tu sais, il y a 74% des Québécois qui sentent une pression financière, mais pendant la période Black Friday, Cyber Monday, Boxing Day, 56% disent qu'ils vont participer, en fait, à ces soldes-là. C'est 14% plus élevé que l'année dernière. Donc, il y a vraiment ce paradoxe-là qu'on sent que c'est difficile sur le portefeuille, mais parce qu'on voit des promotions, on a vraiment l'impression qu'on va faire un deal. Mm-hmm. Fait qu'on se met à acheter des choses qu'on n'a même pas besoin ou qu'on va même pas utiliser. Donc, c'est vraiment des stratagèmes marketing. Fait qu'il faut vraiment se conscientiser puis se poser les bonnes questions. Puis surtout aussi, il y a beaucoup de greenwashing. Mm-hmm. Il y a Masse Critique qui fait un travail extraordinaire pour sensibiliser les marketeurs là-dessus. Puis moi, je viens de là. Donc, c'est vraiment, en tant que citoyen, de se poser vraiment les bonnes questions puis faire vraiment attention avec toute cette période de surconsommation. Et justement, quelles seraient les stratégies? Je sais qu'on va en aborder de différentes manières aussi avec nos autres invités, mais des solutions à apporter justement à l'arrivée du temps des fêtes, où est-ce que l'envie se fait forte de vouloir offrir quelque chose à tout prix? Qu'est-ce que tu suggérerais, toi, Fauve? Je suggère de prendre un petit moment de recul puis de se dire que, tu sais, je comprends qu'on veut offrir quelque chose puis c'est le moment de dire aux autres personnes qu'on aime, mais c'est pas obligé d'acheter puis de consommer nécessairement. Ça peut être fait vraiment une activité, ça peut être, bien évidemment, de vous procurer un abonnement sur le Partage Club. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on l'offre en cadeau, il y a des gens qui l'offrent, mais c'est vraiment de pas se mettre cette pression-là d'être obligé de donner quelque chose de tangible. Puis, tu sais, même moi, je suis baigne là-dedans, mais encore aujourd'hui, tu sais, mon chum, je t'ai acheté un cadeau. Puis là, je suis comme là, j'ai de la pression qu'il va falloir que j'achète un cadeau. Mais d'écrire une lettre, de passer du temps de qualité avec les gens, c'est vraiment ça, en fait, l'essence de Noël. Fait que je pense que c'est comme vraiment de prendre un pas de recul, moi, je dirais. Oui. Puis peut-être d'oser aussi agir différemment parce qu'on a peur peut-être de la critique, de ne pas être bien reçu, hein, avec cette autre option qu'on voudrait apporter avec nous en tant que cadeau. Et oui, Annette, tu avais envie de réagir. Oui, pardon. Hier, j'avais une rencontre marketing avec mon équipe et une employée m'a fait part d'une excellente idée. C'est la première fois que j'avais entendu de ça et je vais juste partager. Elle avait dit qu'avec sa famille et ses amis, ils font des échanges cadeaux de choses qui traînent à la maison, qu'ils n'utilisent plus. Mm-hmm. Alors, tout le monde a quelque chose à la maison qui traîne, que, tu sais, on se dit, je sais pas quoi en faire, j'ai pas envie de l'amener à un organisme de bienfaisance. Peut-être pour Noël, on pourrait se l'échanger entre nous. J'ai trouvé ça vraiment cool comme idée. Ouais. Tout le monde a ça, puis ça coûte rien. Oui, exactement. Je suis sûre qu'on a, même nous qui sommes peut-être plus conscients puis qu'on essaie d'y aller dans la sobriété, je suis sûre qu'on a toutes plusieurs objets qu'on pourrait échanger
à l'occasion des fêtes. Et justement, Annette, toi, donc, comme on le disait d'entrée de jeu, tu es la fondatrice et propriétaire du Schwab Club, qui a 2 boutiques physiques à Montréal, soit une à Saint-Henri, une à Verdun. Tu étais avocate aussi dans une autre vie. On vient tous comme de parcours différents, où on a fini par émerger dans d'autres choses, finalement. Et donc, justement, en contraste aux initiatives de seconde main pour l'industrie du vêtement et plus encore, l'univers du fast fashion qui semble prendre de plus en plus de vitesse, d'ampleur. Je pense notamment à Shein, que vous avez peut-être vu passer sur vos médias ou dont vous avez peut-être entendu parler, qui produit je ne sais même plus combien de milliers de nouveaux modèles par jour qui sont disponibles pour achat pour une fraction du prix. Toi, comment est-ce que tu vois le rôle d'initiatives comme la tienne, comme celle du Schwab Club en ce moment, où est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce qui se passe? Bien, le Schwab Club, à la base, est un club d'échange de vêtements. C'est un endroit physique où est-ce que les gens peuvent se présenter avec des articles qu'elles n'utilisent plus. Je dis « elles » parce que c'est majoritairement des femmes qui consomment le Schwab Club. Notre rôle, c'est spécial parce que ça fait quand même 7 ans qu'on existe et ça a beaucoup évolué. Au début, je pense que c'était surtout autour de l'environnement, l'éco-anxiété, la consommation. Puis là, il y a comme un shift et c'est rendu un petit peu plus large en termes de clientèle. Il y a des gens qui veulent le côté ludique. Il y a des gens un peu comme le Partage Club qui veulent partager. Donc, on est dans la bienveillance, on est dans un esprit de communauté. Je trouve que le rôle est intéressant sur plusieurs fronts parce que c'est pas juste l'environnement, mais le fait de pouvoir offrir cette alternative à la grande majorité des gens fait en sorte que c'est sûr qu'elles dépensent moins pour les vêtements, c'est sûr qu'elles font plus attention à qu'est-ce qu'elles achètent en se disant est-ce que cet article-là, une fois utilisé, je pourrais l'amener au Schwab Club? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que c'est un article qui va plus être intemporel ou c'est juste un trend? Donc, oui, ça a un rôle bien spécial et puis ça continue à changer et à évoluer aussi. Puis as-tu l'impression que c'est un peu vain? Tu sais, je veux pas être pessimiste là, en ce beau mardi matin, mais justement, en voyant des entreprises puis des industries comme Shein qui apparaissent, qui font leur apparition et qui créent un engouement, puis avec les gens qui continuent de consommer malgré tout, tu parles d'une population qui grandit quand même dans la communauté du Schwab Club, un intérêt qui est là. Est-ce que tu as l'impression quand même de rejoindre plus de gens? Est-ce que tu as l'impression de faire la différence que tu aurais envie de faire au sein de cette communauté-là? Oui, absolument. En fait, le Schwab Club, c'est un cheminement et en fait, c'est un peu une porte d'entrée pour une réflexion approfondie sur ta consommation. Alors, nous, on n'a pas du tout un ton moralisateur. On n'est pas là pour créer plus d'éco-anxiété. On est là pour offrir une alternative ludique. On est vraiment dans le plaisir et la légèreté. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour des gens qui veulent pas vraiment être de l'intellectuel, je sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais qu'en bout de ligne, vont être apportés à avoir des réflexions par rapport à leur consommation. Fait que, tu sais, on est comme, juste une porte d'entrée pour une alternative, puis on est capable d'aller chercher plus de monde, justement parce qu'on n'a pas un ton moralisateur. Oui, puis la différence aussi, si je peux me permettre, avec une friperie traditionnelle, où est-ce qu'on va juste comme domper notre sac de linge, peu importe qu'est-ce qui se trouve dedans, là, au Schwab Club, c'est un échange. Donc, tu arrives avec des vêtements, tu repars avec une pièce de vêtements et il y a un souci de qualité aussi de ce qui est véhiculé, de ce qui est échangé à travers le Schwab Club. Absolument. Puis un autre truc aussi que je trouve qu'on met pas beaucoup l'emphase dessus, c'est la fin de vie des articles. Et c'est intéressant que les gens aient cette réflexion par rapport à, bon, cet article que je vais acheter, qu'est-ce que je vais en faire une fois que je ne l'utiliserai plus? Est-ce que je peux l'amener au Schwab? Tu sais, penser à la qualité, puis aussi le respect que le Schwab Club va apporter à ces articles-là. Tu sais, comme toi, par exemple, Maud, tu as acheté une super belle robe, tu l'as portée une fois pour un mariage, tu n'as plus d'occasion pour porter cet article-là, mais tu n'as pas envie de juste le donner à n'importe qui. Tu veux savoir que quelqu'un va l'utiliser, que cette robe va avoir une deuxième vie, qu'elle va être aimée, qu'elle va pas juste pourrir dans ton placard. Donc, il y a aussi ce souci, je trouve qu'on n'en parle pas assez, de la culpabilité de laisser aller les morceaux qu'on n'utilise plus. Oui, qui est fort intéressant aussi.
Et justement, tu sais, là, tu parles de la fin de vie, on arrive dans les déchets, l'industrie du textile a un impact épouvantable sur l'environnement, sur les êtres humains aussi qui ont à manipuler ces textiles-là dans les pays du Sud global généralement. Hélène Gervais, toi, tu es conseillère en environnement chez Recycle Québec. Tu possèdes une grande expertise en économie circulaire. Tu as beaucoup de connaissances aussi en gestion des matières résiduelles, réduction à la source. C'est vraiment ça, ton expertise, ton dada aussi. Et je te sens toujours très passionnée d'aborder ces thématiques-là. Et tu t'investis vraiment en profondeur dans ces changements qui s'imposent à nous en tant que société, qu'on pense à la production des déchets. Quand tu regardes tout ce qu'on produit encore aujourd'hui, puis là, je le dis encore, malgré tout ce qu'on sait, qu'est-ce qui te traverse, considérant justement toute cette expertise que tu mets au profit de changement du système, de changement dans la consommation? Comment tu vois ça? Qu'est-ce que ça te laisse? Oui, bien avec tout ce qu'on entend depuis tantôt, tu sais, on a beaucoup mis d'emphase sur le recyclage, puis c'est vraiment important, mais je pense qu'il faut prendre, comme disait Fauve, un petit pas de recul, puis regarder sans être moralisateur, mais d'avoir conscience que derrière nos produits, il y a tout un cycle de vie. Il faut de l'énergie, des ressources à extraire, du transport. Qui dit transport dit gaz à effet de serre. Donc, on est dans une société de surconsommation, on est dans une économie qu'on dit linéaire, qui est la logique extraire, produire, consommer, jeter. Puis, on a une planète, mais on consomme comme si on avait 1,7 planète. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'on n'a pas une deuxième planète, là, en background. Non, c'est pas prouvé qu'il y en ait une encore, là. Oui, c'est ça. Donc, faut juste revoir un peu, puis, tu sais, on parlait de déchets, puis on se rend compte que même si on récupère plus, on a la collecte des matières organiques, le compost, mais il reste que notre quantité envoyée à l'enfouissement ou à l'incinération au Québec est quand même assez constante d'année en année. À peu près 6 millions de tonnes qu'on jette là, annuellement, les Québécois. Donc, il y a matière à réduire à la source, à faire de l'économie circulaire, puis je pourrais... Oui, continuer beaucoup là-dessus, effectivement, là, puis c'est bien parfait. Puis une question qu'on se pose souvent quand on souhaite mettre l'épaule à la roue, agir aussi individuellement, comment agir en marge du consumérisme, qu'est-ce que je peux faire? Là, tu parles d'économie circulaire, tu sais, qu'il y a des objectifs vraiment nobles et tout à fait réalisables. C'est ça dont on se rend compte aussi, c'est que ça peut se faire. Oui, c'est à notre portée. Puis quand on parle d'économie circulaire, peut-être juste un petit économie circulaire 101, là, pour ceux qui sont moins familiers. En fait, c'est de laisser tomber l'économie linéaire. On est dans ce système-là depuis la révolution industrielle pour aller vers d'autres modes de consommation, d'autres modes de production. Fait que c'est d'abord de repenser ces modes-là pour essayer de consommer moins de ressources. C'est un peu l'équivalent de réduire à la source. Puis une fois qu'on a fait ça, on veut chercher à optimiser qu'est-ce qui circule déjà. Puis tu sais, l'exemple du vêtement, tantôt, c'est un bel exemple parce que on va, par exemple, louer plutôt qu'acheter. Donc, on va intensifier l'usage. L'économie collaborative dont parlait Fauve, on est là-dedans. Après ça, on veut prolonger la durée de vie, par exemple, avec la réparation, l'entretien. Puis, à la toute fin, là, on pense au recyclage ou au compostage. Puis, moi, j'ai envie peut-être de le prendre comme à toutes les étapes de décision là, qu'on a à faire dans notre quotidien, les questions qu'on peut se poser. Fait qu'avant d'acheter, tu sais, de vraiment se demander, est-ce que j'en ai, tu sais, d'évaluer nos besoins. Là, c'est un peu galvaudé comme expression, en ai-je vraiment besoin, là, mais bon. C'est galvaudé, mais en même temps, c'est la question qu'on veut se poser avec sincérité. Puis, comme disait Fauve puis Annette, est-ce qu'on peut emprunter? Est-ce qu'on peut louer plutôt qu'acheter? Surtout pour les produits sous-utilisés, là, qu'on sert 1 ou 2 fois par année. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être propriétaire de tout ça? L'économie collaborative, le partage, etc. Donc, avant d'acheter, peut-être se dire, est-ce que vraiment j'ai besoin d'être propriétaire? Est-ce que j'ai besoin de ce produit-là? Surtout que la publicité nous incite beaucoup là, à se créer des besoins. Et si on veut vraiment, vraiment acheter, là, il y a toutes sortes de caractéristiques qu'on peut rechercher. Les produits usagés, les produits reconditionnés. Moi, j'ai un cellulaire reconditionné, il m'a coûté 2 fois moins cher. Il est aussi efficace, donc c'est des économies aussi. Des produits qui soient durables, réparables. Encore faut-il avoir l'information, on pourra peut-être en débattre tantôt. Avec Julie-Christine, tout à l'heure, on va pouvoir en parler. Oui, puis favoriser l'achat local, éviter tout ce qui est à usage unique. Tu sais, pendant le temps des fêtes, là, la vaisselle à usage unique, on pourrait-tu
aller vers de la vaisselle réutilisable, éviter tout ce qui est suremballé, même l'emballage. On pourrait penser à une tête d'oreiller dont on ne se sert plus, tu sais, d'être créatif sur nos façons d'offrir les produits ou de les acheter. Mm-hmm. Et là, si on est propriétaire, ben là, on a un devoir, c'est... De le mettre sur le Partage Club. Oui. Puis aussi, pour qu'il soit partagé et tout ça, ben il faut l'entretenir. Oui. Et l'entretien, c'est vraiment la clé pour faire durer les produits, d'avoir une utilisation adéquate. Puis des fois, le manuel du fabricant nous donne plein de trucs et astuces. Fait que c'est de la belle lecture pendant le temps des fêtes. Je vous invite. Une belle lecture de chevet. Merci pour la suggestion, Hélène. Je sortirai tous mes manuels d'instruction pour les relire. Puis d'ailleurs, c'est Québec, avec Protégez-vous, on avait fait une campagne qui s'appelait « Fais durer tes appareils ». Elle est encore en ligne. Allez voir les petites vidéos qui donnent des trucs utiles sur l'entretien des appareils, puis c'est accompagné d'articles. Donc ça va vous donner des trucs comme, par exemple, l'aspirateur, de vider le sac ou le réservoir pour éviter que le moteur surchauffe. C'est des petites choses, mais qui peuvent faire toute la différence. Et si par malheur le produit se brise, ou le vêtement, ou peu importe, bien là, c'est de développer le réflexe de réparer, d'aller voir, soit dans les cafés de réparation, des fois, il y a des tutoriels en ligne, des blogs. Si on ne sent pas la compétence de réparer soi-même, c'est tout à fait correct. Il y a des réparateurs professionnels dont c'est le travail, vers qui on peut se tourner. Il y a d'ailleurs une carte des réparateurs sur le site de Protégez-vous qui est disponible gratuitement, où on peut aller trouver des personnes pour nous aider à réparer. Et si on n'utilise plus, ben là, on peut le prêter, on peut le donner, le vendre, mais l'idée, c'est de donner une deuxième vie à ces objets. Puis, en dernier lieu, ben là, c'est là qu'on peut penser au recyclage. Il y a d'ailleurs l'application Ça va où de Recyc Québec qui peut nous diriger vers où aller porter ces différents produits pour qu'ils puissent être vraiment recyclés. Mais en bout de ligne, là, ce que ça nous emmène, c'est des économies. C'est du lien social, tu sais, avec l'économie collaborative, de connaître ses voisins, c'est quand même intéressant. C'est une fierté aussi si on répare, là. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est vraiment une fierté de réparer soi-même ou de faire réparer. Puis, évidemment, ça réduit les impacts environnementaux. Donc, tu sais, en bout de ligne, c'est à chacune de ces étapes-là de juste se poser nos questions, tu sais, sur est-ce que j'ai d'autres options, est-ce que j'ai d'autres alternatives qui seraient moins gourmandes en termes de ressources et tout ça. Okay. Donc, des belles questions à se rappeler régulièrement, ou en tout cas au moment où est-ce qu'on souhaite acheter. Puis, ça m'amène à une question à laquelle vous pourrez peut-être toutes répondre. C'est justement, là, on parle du besoin, on parle des réflexes à développer. C'est quoi les freins que vous avez pu observer dans vos communautés et les leviers, ou qu'est-ce qui a réussi à transcender ces freins-là, parce qu'on n'a pas le réflexe nécessairement de se dire est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin, et non pas est-ce que c'est un rabais qui est alléchant en ce moment puis que je pense que j'en ai besoin. Est-ce que ça répond vraiment à quelque chose de fondamental? Est-ce qu'on peut réparer? Tu sais, tout ça, c'est des super questions que j'ai l'impression qu'une majorité n'a pas du tout le réflexe. Là, une fois devant le produit, devant l'étalage, je sais pas, chez Canadian Tire, Walmart ou peu importe où vous magasinez, c'est pas ces réflexes-là. Donc, dans vos expériences, soit personnelles ou autour de vous, qu'est-ce que vous avez pu observer comme freins et qui ont pu être transcendés, justement? Annette? Moi, je dirais qu'au Schwab Club, le plus gros souci que j'ai, c'est beaucoup de consommatrices qui achètent énormément de vêtements de piètre qualité. Et quand on paye des articles à 10 $, on ne va pas mettre une demi-heure à essayer de le réparer, de le laver, de le traiter, de le détacher. Donc, souvent, ces articles-là sont abandonnés après un usage, deux usages, parce que, bon, finalement, ça ne vaut juste pas le temps de personne de réparer. Alors, le plus gros frein, je pense que c'est tellement pas cher acheter des vêtements que pas beaucoup de gens ont cette mentalité de « on va recoudre le trou ou bien le bouton, peu importe ». Je pense que la clé, ce serait d'acheter mieux, d'acheter beaucoup plus cher, parce que quand tu dépenses une fortune sur un article, c'est que tu y as réfléchi et là, tu vas vouloir l'entretenir. Moi, quand je paye quelque chose à, je sais pas, 300, 400 $, je laisse pas ça traîner par terre. Je lave dès qu'il y a une tache. Je fais tellement attention à ça parce que je sais combien d'heures j'ai travaillé pour l'acheter. Donc, prendre le temps de choisir de meilleure qualité, quelque chose auquel on a peut-être une appartenance un petit peu plus grande, un plus grand respect. Voilà. Aussi. Merci, Annette. Oui, Julie-Christine. Je pense qu'un autre frein à tous ces modes de consommation alternatifs qu'on a parlé, acheter usagé, emprunter, louer, etc., c'est aussi
une perception que ça prend plus de temps. Puis, ben, je dis perception, mais c'est quand même très vrai. Si on cherche un bien usagé sur des plateformes, ça peut être bien plus long que de le trouver neuf. On sait où aller l'acheter, on connaît les marques, on connaît les fabricants, le magasin, on sait il est où, on va y aller ou on va le commander en ligne, puis on va l'avoir le lendemain matin ou presque. Puis d'emprunter aussi, bon, d'être en contact avec des gens sur des plateformes comme le Partage Club, ça peut être un peu plus long aussi, il faut entrer en contact avec les gens, etc. Après ça, la solution pour ça, c'est peut-être juste de changer un peu son mindset, je dirais, de pas vouloir tout de suite avoir le bien, tu sais, de juste dire, ben ça va me prendre plus de temps, oui, puis c'est correct aussi. Après ça nous laisse plus de temps pour réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment comme produit. Est-ce que, encore une fois, j'en ai vraiment besoin? Donc, je pense que c'est juste de changer un peu cette perception-là qu'on a toujours besoin de tout maintenant au meilleur prix possible. Oui, donc cet empressement. Prendre plus de temps, puis se dire, c'est pas grave si ça me prend 2 jours de plus avant d'avoir ma perceuse qui va être prêtée sur Partage Club, voilà. Par exemple. Oui. Hélène, de ton côté? Mais c'est sûr que, tu sais, on est tous dans un système qui nous incite à consommer. Tu sais, on dit souvent, l'économie se porte bien quand on consomme, donc... c'est difficile de développer le réflexe inverse, de dire, oh, je prends un petit moment pour y réfléchir. Attends, là, qu'est-ce qu'on me propose comme rabais? Est-ce que vraiment, j'ai vraiment besoin de ce nouvel objet qui va me créer peut-être un plaisir éphémère, là, mais quand même. Donc, la publicité, tout ça, nos algorithmes sont conçus, hein? On l'a tous vécu, qui nous proposent des choses en lien avec les recherches qu'on fait sur Internet. Donc, donc, il y a ça aussi qui joue sur la consommation. On est tous un peu dans ce système-là. Oui, oui. De surconsommation. Oui, de surconsommation. Et pour toi, Fauve, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Ben, pour revenir au temps rapidement, c'est drôle parce qu'il y a vraiment cette façon-là que les gens disent que ça prend plus de temps, mais d'un autre côté, des fois, on se fait dire, nous autres, hey, c'est plus vite qu'Amazon. Parce que mes fils avaient besoin de billes. Moi, je l'ai mis, puis j'ai un réseau vraiment bien déterminé. Puis les gens, rapidement, peuvent pouvoir prêter. Fait que quand il y a un lien, quand il y a un filet de sécurité puis de confiance qui est créé, ça peut aller des fois pas mal plus vite. Même, j'ai emprunté des voitures rapidement, tu sais, sur ma rue parce que j'ai même pas eu à me déplacer ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, fait que des fois, il y a vraiment comme de la sensibilisation à faire comme par rapport à... C'est différent comme expérience que, admettons, quand on va sur d'autres plateformes qui sont plus axées sur la vente, quand il y a le lien social. Moi, c'est ça, la confiance, tu sais, j'ai tellement de gens qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qui arrive si ma fameuse perceuse revient brisée? » C'est fou parce que les gens, souvent, quand ils empruntent, ils ramènent encore d'un meilleur état parce qu'ils veulent qu'on puisse le reprêter par la suite, tu sais. Fait que le réflexe est inverse. On prend davantage soin. Exactement. Intéressant. Puis, mais par contre, puis on l'a vu, là, c'est comme moins de 0,05 qu'il y a eu des bris, puis les gens ont toujours réparé ou remplacé ou racheté. Mais là, on vient de lancer justement une exonération. Fait que, on dédommage pour enlever quand même ce frein-là de qu'est-ce qui arrive si mon râteau se brise. Oui. C'est comme, on dirait qu'on est dans un climat de comme plus peur. Tu sais, pour qu'il arrive comme, puis même dans les nouvelles et médias, souvent on voit comme plus le négatif que le positif. Fait qu'on encourage un peu ce climat de peur, mais on se rend compte que dans le fond, l'humain, puis les relations sont quand même bienveillantes. Fait que, puis de demander. De demander, absolument. Et on va faire une courte pause, se laisser sur cette note-là pour l'instant, et on revient dans quelques minutes pour la suite de cette conversation. À tout de suite. Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Donc, le sujet aujourd'hui qu'on abordait, c'est réparabilité, mode alternatif de consommation. Et là, pardon, juste avant la pause, je posais la question, là, tu sais, qu'est-ce que vous voyez comme étant les freins et les leviers là, pour transcender ces situations où est-ce qu'on se crée des besoins, où est-ce qu'on a envie d'acheter, on a envie de consommer, de profiter des super rabais. Donc, plein de choses, plein d'éléments intéressants qui sont ressortis de tout ça. Et puis, je trouvais ça intéressant, Annette, ce que tu soulevais pendant la pause, parce que oui, on continue de discuter hors micro, mais des fois, il y a des parties que j'aimerais ramener en ondes également, tu sais, que tu dis que ça prend beaucoup d'intention
pour arriver aux actions qui ont été proposées là, à la table tout à l'heure? Tu sais, penser à ses besoins. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux acheter différemment? Est-ce que je peux partager? Est-ce que je peux emprunter? Donc, pour toi, tu vois là-dedans que ta réflexion, c'est que ça demande une intention quand même forte en ce moment. Oui, ça demande quand même le luxe d'avoir le temps de réfléchir. Il faut juste prendre le temps de réfléchir puis de faire des achats avec intention. De dire, c'est vraiment ça que je veux. Ça fait 2 semaines que j'y pense. J'ai économisé. C'est bon. C'est pas une décision impulsive. Il y a tout ça aussi, hein, l'accès au crédit, de pouvoir acheter à crédit toujours. Ça aussi, ça incite à se dire, bon, c'est pas grave, tu sais, je peux bien me l'acheter maintenant, même si j'ai pas vraiment les moyens de le faire. Donc, d'y réfléchir, hein. Encore là, on revient à ralentir, s'arrêter, prendre le temps. Tu sais, fermer notre petit panier d'achat en ligne, là, y revenir le lendemain, voir on veut-tu encore vraiment les 18 items qu'on y a ajoutés impulsivement, compulsivement? Et là, j'aimerais, Julie-Christine Denoncourt, te donner la parole à ce point-ci. Toi, tu es analyste en réduction à la source chez Équiterre. Tu as, entre autres, travaillé sur une récente étude publiée par Équiterre qui s'appelle « Pour des appareils électroménagers et électroniques réparables au Canada ». Équiterre a également fait des recommandations pour que nos gouvernements veillent à la mise en application adéquate de lois sur la réparabilité, je mets l'emphase sur adéquate, et la lutte à l'obsolescence. Donc, vous veillez, agissez sur plusieurs fronts à ce niveau-là, sur l'obsolescence, la réparabilité. Vous vous assurez que les lois soient bien appliquées, que ce ne soit pas juste quelque chose de joli à mettre dans un système gouvernemental. Donc là, à travers les multiples études, listes de recommandations, tu sais, où est-ce que ça commence là, pour provoquer les changements majeurs dans l'industrie, dans la production et jusqu'à la consommation? Où est-ce que ça commence pour toi, là, à la lumière de toutes ces belles études et recommandations que vous faites? Ben, je pense que le changement doit s'opérer vraiment dès le début à la production, mais même avant la production, directement dans le modèle d'affaires de l'entreprise, parce qu'avant même de produire des biens, ben, on peut adopter un modèle d'affaires qui est circulaire, donc comme fait le Partage Club ou le Schwab Club, d'offrir la location plutôt que de vendre un bien, d'offrir des services de réparation et d'entretien aussi, ou d'offrir des biens qui soient reconditionnés plutôt que d'offrir des biens neufs. Donc, c'est tous d'autres modèles d'affaires qui sont super intéressants. Puis ensuite, bien évidemment, si le modèle choisi comprend la vente de produits neufs, il faut que ces produits-là soient, comme on disait, réparables et durables pour la personne qui va l'utiliser. Donc, s'assurer qu'il dure pendant une période de temps qui soit raisonnable, qu'on fournisse les pièces de rechange, qu'on fournisse les outils nécessaires aussi pendant, encore une fois, une durée qui soit raisonnable, donc quelques années au moins. S'assurer aussi que la documentation soit disponible. Donc, ça peut être les schémas pour démonter l'appareil, par exemple. Autant pour les consommateurs ou consommatrices qui voudraient le faire eux-mêmes, mais autant, comme Hélène le disait tantôt, pour des professionnels qui font ça de leur vie, mais qui doivent aussi avoir accès à toute cette documentation-là pour pouvoir réparer nos appareils. Donc, je pense que si on offrait des biens réparables et plus durables aux consommateurs, consommatrices, ben ils embarqueraient plus facilement aussi. Mais actuellement, c'est difficile d'obtenir l'information par rapport à ça. Donc, je pense que c'est difficile d'embarquer du côté des consommateurs et consommatrices si on n'a tout simplement pas tant accès à cette information-là. Non, c'est ça. Donc, ce qui ressort, entre autres, dans vos études, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un manque d'accès à cette information-là qui pourrait ou devrait être imposée par nos gouvernements. Comment ça pourrait fonctionner? Oui, tout à fait. Bien, ça pourrait être imposé. Nous, on a fait une deuxième étude, en fait, à la suite de cette première étude-là sur la réparation en 2022. On en a fait une deuxième qui a été publiée très récemment, au mois d'octobre 2024, sur un indice de durabilité au Canada. Donc, c'est le cas en France. C'est en fait une étiquette là, qui est comme une note de 1 à 10 sur si ton bien est peu durable. Tu as 1, s'il est très durable, c'est 10. Puis c'est obligatoire pour certaines catégories d'appareils. Donc, c'est vraiment le gouvernement en France qui a mis ça dans sa loi. On pourrait avoir quelque chose de semblable au Canada. Puis c'est vraiment au moment de l'achat, quand tu es en magasin ou en ligne, tu as cette étiquette-là à côté du prix, à côté des caractéristiques. Donc, ça t'aide vraiment à faire une décision d'achat plus éclairée. Là. Et est-ce qu'on
est proche d'avoir un règlement comme ça au Canada, au Québec? Malheureusement, je dirais non. Il y a quand même un peu d'intérêt, mais je pense pas que ça va s'en venir l'année prochaine. Mais on travaille fort pour essayer de convaincre nos gouvernements d'adopter un outil comme ça. D'adopter ça, oui, Ouais. effectivement. Puis la réparabilité aussi, là, vous avez travaillé beaucoup là-dessus parce que avec la transparence vient aussi l'accès à la réparabilité qui est pas si évident. Mm-hmm. Souvent, pour des petits électros, on se retrouve avec, qui n'a pas acheté un grille-pain qui a brisé après une semaine? Oui, c'est ça. Qu'on pensait qu'il serait durable, mais qu'on n'a aucune idée, puis qu'on n'arrive pas à le réparer parce que la plaque en dessous s'ouvre pas. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça, c'est quand même une grosse lacune. Oui, tout à fait. Puis une autre à laquelle je viens de penser, un des autres freins qu'on avait mesurés durant notre étude, c'est le coût de la réparation. Oui. Tout le monde nous en parle. Tout le monde a une histoire d'un appareil qui a brisé puis que finalement, c'était plus cher ou presque là, de remplacer une seule pièce que d'acheter l'appareil neuf. Donc ça, c'est vraiment un frein qui revenait très, très souvent. Puis même chose, les gouvernements peuvent agir sur ce frein-là. Dans la loi québécoise qui a été adoptée l'année dernière sur la réparabilité puis l'obsolescence, il y a une possibilité là, d'agir sur le prix de la réparation, à voir après ça, selon les règlements qui vont être adoptés bientôt, là, dans les prochains mois. Mais on pourrait imposer, par exemple, un prix maximum de la réparation ou un prix raisonnable, comme je le disais tantôt. Mais il y a toutes sortes de leviers là, que les gouvernements peuvent utiliser pour mettre en place, pour faciliter aussi la vie des réparateurs qui veulent bien oui, réparer, mais eux, il faut qu'ils se payent aussi à travers tout ça. Les pièces coûtent cher. Il y a comme tout un circuit là, qui est enclenché. Oui, Fauve, tu aimerais réagir? Bien, je trouve que si on parle, mettons, d'économie de fonctionnalité, je trouve que c'est vraiment une belle avenue, justement, pour les producteurs de dire, bien, pour ceux qui ne savent pas, là, juste c'est, au lieu de vendre un objet, c'est de vendre le service de l'objet. Hydro-Solutions le fait, par exemple, c'est que je ne vends pas ma tank à eau chaude, je la loue. Puis ça fait en sorte que pour le producteur, bien, c'est tout à son avantage de produire quelque chose de qualité pour pas qu'il y ait à le remplacer à chaque fois. Puis on en parlait justement dans Buy Now. Il en parle énormément de l'obsolescence programmée. Fait que ça, je pense que c'est vraiment super intéressant. C'est des gens qui nous écoutent, qui sont d'ailleurs, pour eux, c'est important d'en vendre beaucoup. De penser à comment on peut bifurquer vers une économie de fonctionnalité, ça fait tellement du sens, là. Ouais. Donc, je voulais juste raisonner là-dessus. Oui, on dirait que ça me semble utopique, mais peut-être que ça se pourrait, tu sais, qu'eux-mêmes vendent de meilleure qualité et offrent une réparation, offrent ces possibilités à même l'industrie, tu sais, que ça reste in-house, comme on dit, là, un peu à l'interne, puis dire, bien, vous gagneriez aussi, tu sais, en ce sens-là. Oui, Hélène? Bien, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que ça favorise l'éco-conception des produits parce que la responsabilité n'est plus au consommateur, mais elle demeure au fabricant, par exemple. Donc, ça lui permet aussi d'améliorer ses connaissances. Il sait plus c'est quoi les pièces qui sont plus susceptibles d'être brisées. Donc, il va améliorer le produit en conséquence parce qu'il est responsable pendant toute la durée de vie. Donc, il va faire l'entretien, il va récupérer aussi en fin d'utilisation. Donc, c'est vraiment un changement. Puis, on va vers de la responsabilité élargie des producteurs au Québec. Donc, on espère que ça va emmener les producteurs à revoir leur conception pour favoriser la réparation, la durabilité, entre autres. Une production différente, puis je pense aussi à l'industrie du vêtement, tu l'abordais tout à l'heure, Annette, la qualité, la piètre qualité des vêtements qu'on achète à peu de frais, finalement, versus un tissu qui va tenir le coup, qui va tenir les lavages, que, tu sais, il se déformera pas après un seul lavage, une seule utilisation, puis que là, on va avoir juste envie de le jeter, qui ne sera même pas réparable, à la limite. Dans l'industrie du vêtement aussi, là, il y a comme un gros bout de chemin à faire avec ça. Beaucoup d'éducation aussi par rapport à la qualité d'un vêtement, les tissus, comment entretenir le morceau. Je vois beaucoup de participantes au Schwab Club qui n'en ont aucune idée de comment est-ce qu'on lave ça, comment est-ce qu'on enlève cette tâche, est-ce que, ah oui, je peux remettre le bouton, ah bon, tu sais, c'est comme... Oui, c'est étonnant, mais c'est un fait, on n'a pas cette éducation-là non plus. Non, mais c'est ça, ça revient à une forme d'éducation, ça dépend du milieu dans lequel on a été éduqué, dans lequel on a grandi. Est-ce que ma mère réparait mes boutons ou elle disait, bon, c'est pas grave, mais ça, on envoie ça, je sais pas où, aux poubelles à l'époque, tu sais, peut-être qu'il y avait même pas... Même là, le recyclage du textile est laborieux, c'est pas partout que ça se fait puis que ça se fait
vraiment, mais de pouvoir réparer soi-même et d'avoir cette fierté de dire « Hey, j'ai recousu le petit bout de chaussette là, qui laissait passer mon gros orteil et puis ça fonctionne. » Oui. Oui, Julie-Christine. ben on parlait d'éducation, puis c'est sûr, c'est très important, mais je pense qu'il y a aussi, puis Hélène en a parlé un petit peu rapidement, tout ce qui est la publicité, tu sais, qui nous incite toujours, à acheter, à consommer, à remplacer un bien. C'est sûr que quand on est toujours mis face à ça, bombardé par ces messages-là, qu'est-ce qui est toujours mis de l'avant, c'est d'acheter le nouveau modèle. Tu sais, ce qui est mis de l'avant, c'est pas acheter usagé, c'est pas d'emprunter, c'est pas de louer. On voit jamais de publicité pour ces modèles d'affaires-là. On connaît moins les entreprises qui ont ces modèles d'affaires-là. Donc, oui, d'éduquer, mais c'est aussi quand on baigne toujours là-dedans, ça devient la norme. C'est ce à quoi on est habitué. Donc, c'est ça. C'est normal qu'on continue aussi dans ce modèle-là, je pense, quand c'est vraiment ça qui nous est toujours mis en pleine face. Oui, donc ça devient difficile pour la majorité d'opter pour la réduction à la source, par exemple, ou un autre modèle. Fauve, t'aimerais réagir? Ben moi, je pense qu'il y a un rôle aussi de manière à autant nos artistes, ceux qui produisent des vidéos, des films, des séries, de démontrer d'autres choses aussi à la télévision, de pas juste montrer. Parce que ça, pour moi, c'est d'appeler justement à d'autres façons de concevoir notre vie, notre quotidien. Tu sais, est-ce qu'on peut faire, on appelle à tous nos producteurs de dire, démontrer des personnages qui recouent leurs boutons justement à la télévision, parce que ça rentre directement dans l'imaginaire des gens. Puis ça, je pense qu'il faut vraiment, parce que c'est comme ça qu'on imagine un monde différent, c'est en montrant des exemples concrets. Même, tu sais, quelqu'un m'avait parlé de ça à un moment donné, puis ça m'avait complètement jeté à terre, puis c'est simple. Tu sais, nos animateurs à la télé, pourquoi ils ont tout le temps des nouveaux vêtements à chaque jour? Oui. On peut-tu leur mettre le même kit chaque jour? Non, mais tu sais, ça part de là aussi. S'ils portent des vêtements trop fréquemment, le commentaire va être « Mais voyons, il me semble qu'elle l'a mis la semaine passée, cette robe-là. » Mais tu sais, ça, on l'accepte pas dans notre société. Même moi, avec mes enfants, j'étais comme « Ben, change tes vêtements, mais ils sont pas sales. Mais change-la chaque jour, parce que sinon, ils vont penser que t'es pas propre. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Parce qu'on le sait tous qu'on le remet sur le support puis on les lave pas à chaque jour. Mais ça, c'est de la pression sociale qu'on se donne. Mais ça part de là, de faire des statements puis dire qu'on on devrait faire une semaine que tout le monde met les mêmes vêtements pendant une semaine. On devrait partir ça. Annès, veux-tu partir ça avec moi? De dire, on montre fièrement qu'on a réutilisé un vêtement ou qu'on l'a échangé ou qu'on le présente de cette manière-là. Puis, tu sais, maintenant, il y a quand même des livres intéressants qui sont très accessibles. Je trouve récemment, je pense que tu avais participé à la... En tout cas, oui, à Rien de neuf, qui est un super ouvrage, si vous avez envie à la maison d'offrir quelque chose d'intéressant et de pertinent. Ça, c'est un livre qui est super accessible, qui se veut comme un genre de guide. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être une des façons d'accéder à cet univers qui nous semble des fois un peu lointain, un peu inaccessible, de par quoi je commence pour sauter le pas, tu sais, c'est quel bout que je prends en premier. Donc ça traite de tout ce qui fait partie de notre quotidien, ce genre de guide-là, ou de lire, par exemple, Un an de détox vestimentaire par Valérie Simard aux éditions La Presse, qui est vraiment pertinent aussi pour l'industrie du vêtement, entre autres, qui propose également des alternatives. Donc ça amène une espèce de changement à l'intérieur, là. Tu sais, tu parles d'intégrer ces changements-là ou de les voir ailleurs différemment, notamment à la télé, qu'on consomme énormément. Tu sais, si on pense, je pense que, je sais plus qui j'entendais parler de ça, la fameuse série Emily in Paris, là, tu sais, que les vêtements, ça n'a juste pas de bon sens. Tout le monde est habillé comme une carte de mode à tous les jours. Tu te dis, mais comment ils font, tu sais? Il y a comme une espèce d'absurdité là-dedans, mais on l'avale, puis on l'a, ça s'intègre quelque part dans notre esprit, tu sais, que c'est ça que ça prend pour être cool, pour être in, alors qu'on peut le faire différemment ou, tu sais, emprunter à notre voisin, voisine. Bref, il y a comme toutes sortes de belles façons de le faire. Un livre qui m'avait marqué, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'était Bea Johnson qui avait écrit un livre il y a 10 ans peut-être. Ça fait combien de temps qu'il est sorti ce livre-là? Ma vie zéro déchet ou Zéro déchet, puis j'avais été fascinée par cet ouvrage-là et super emballée, puis en même temps, j'étais comme, mais il y a plein d'affaires qui correspondent pas à ma réalité, qui sont tellement loin de moi, alors que j'étais une personne déjà extrêmement consciente. Fait qu'il y a comme une espèce de dosage aussi de se dire, tu sais, qu'est-ce qui va correspondre à la majorité ou qu'est-ce qui va être accessible pour les gens comme type de levier, tu sais, pour s'aider, là, justement, à sauter le pas puis à passer à autre chose. Et là, on parlait de réparabilité juste avant avec toi, Julie-Christine.
en statistique, là, ça ressemble à quoi l'état de la réparabilité au Québec? Pour des personnes qui disent « Hey, c'est vrai, moi, j'ai comme un mélangeur, là, qui, je sais plus pourquoi il fonctionne pas, mais ou une machine à pain, puis il faudrait bien que je l'amène réparer pour pouvoir ensuite la mettre disponible sur Partage Club. » Selon notre étude de 2022, on avait 25% des Québécois et Québécoises qui avaient fait réparer leur appareil qui avait brisé là, dans les 2 dernières années. Donc, ça reste quand même pas tant de personnes que ça. C'était un peu plus qu'au Canada. Au Canada, c'était 19% qui avaient fait réparer. Donc, on peut se donner une petite tape dans le dos, on est meilleur que dans le reste du Canada, mais bon, 25%, ça reste quand même pas tant que ça. Puis, on avait aussi des statistiques intéressantes sur les bris qui arrivaient aussi des appareils. Donc, en moyenne, l'appareil avait 2,6 ans au moment du bris, ce qui est très, très tôt. Puis, ce qui nous indique aussi que même si un appareil est récent, ben les gens vont pas nécessairement le faire réparer, puisque c'est seulement 25% qui l'ont fait réparer. Ouais. Puis on avait une autre statistique intéressante. Après ça, je m'arrête avec les chiffres, mais la dernière, c'était qu'on avait demandé aux gens quelle était la durée de vie raisonnable selon eux de ces appareils-là, et c'était pour les électroniques en moyenne 7 ans, si je me souviens bien, puis pour les gros électroménagers, c'était plus autour du 13 ans. Donc, on voit que c'est vraiment loin de ce qui se passe en ce moment. Ben oui, dans la réalité, c'est comme pas ça du tout, là. Tu sais, quand tu me parles de 2,5 ans de vie, je suis comme, ouais, ça ressemble un petit peu plus à ça, tu sais, même pour des gros électros dans lesquels on investit beaucoup d'argent, tu sais, puis qu'on a acheté neuf. Puis t'appelles le détaillant, tu dis que ça a brisé, puis il t'en renvoie un autre. Il t'en renvoie un autre, je le sais, c'est épouvantable. Ça change comme non, j'en veux pas de ça, c'est pas bon. C'est comme, fais juste me rembourser. Mais ça me fâche. Ben, c'est quand je parlais des modèles d'affaires aussi au début, c'est ça, c'est que le réflexe aussi du fabricant ou du détaillant, ça doit être plutôt de chercher à le réparer ton bien ici, plutôt que de le remplacer ou de rembourser la personne pour qu'elle en achète un autre. Oui. Puis souvent, ils vont envoyer une autre entreprise qui va venir chercher ton appareil brisé, t'en remettre un neuf, puis là, t'es comme, OK, mais là, il me semble que ça règle pas le problème, là, tu sais, je me retrouve juste avec un autre gros appareil, puis lui, ils vont faire quoi avec, puis t'as aucune idée, tu sais, de ce qui se passe. Il y a un grand manque d'informations autour de ça. Oui, en tout cas. Fait que, et là, on revient, tu sais, bon, on peut pas tout réparer, on est conscient de ça aujourd'hui, mais on peut quand même penser différemment notre façon d'acheter. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil aux gens? Tu sais, là, on a quand même évoqué quelques leviers, quelques possibilités d'action, quelques façons de faire, mais mettons, quelqu'un vous arrive, là, c'est la première fois, il n'a jamais fait ça avant, acheter de seconde main, il n'a jamais fait ça avant, aller au Partage Club au lieu de s'acheter quelque chose de neuf, il ne sait pas qu'il peut réparer son article. Ça serait quoi comme la première chose que vous aimeriez dire à ces personnes-là qui font leur entrée dans ce merveilleux univers de l'économie circulaire? Oui, Annette. Moi, je donnerais comme conseil de plus miser sur le relationnel et moins sur le transactionnel. Et je trouve que ça fait toute la différence que de connecter avec des gens. Je trouve que de nos jours encore, les gens se définissent trop par rapport à leur possession et par rapport à qu'est-ce qu'ils achètent. Je vais juste donner une petite anecdote comme ça là, avant la fin de l'émission. Je fais beaucoup d'échanges de maisons et ça me permet de voyager énormément à très faible coût. Et Fauve en parlait tantôt de « Ah, mais qu'est-ce qui arrive si jamais on saccage ma maison? » Oui. J'ai fait plus de 60 échanges dans les dernières années. Et je n'ai jamais eu cette malchance. Il n'y a jamais rien de brisé, il n'y a jamais rien de cassé, il n'y a pas eu de vol. J'ai même pas à mettre mon ordinateur et ma télé dans un placard sous clé. C'est juste jamais arrivé. Et d'ailleurs, les gens m'ont toujours remis ma maison plus propre que lorsque je leur ai laissé, que lorsque je leur avais laissé la maison. Donc, les gens sont extrêmement respectueux quand on mise sur le relationnel et non pas sur le transactionnel. Ah, j'aime ça. Relationnel versus transactionnel. Puis, on sous-estime beaucoup, hein. Tu parlais du climat de la peur tout à l'heure, Fauve, justement par rapport à cette crainte de prêter nos choses à quelqu'un qu'on connaît pas. Puis finalement, c'est tellement le contraire. Là. Il y a beaucoup plus de gens bienveillants qu'on le pense, finalement. Mais on est comme entretenu là-dedans. Oui, Hélène? Bien, si je peux faire du pouce là-dessus, je trouve des fois, on a des perceptions peut-être négatives face à certaines alternatives de consommation. Fait que le conseil que je donnerais, c'est essayez-le. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais peut-être d'aller voir sur une plateforme de matériaux usagés si vous pouvez trouver l'équivalent de ce que vous auriez en magasin beaucoup plus cher. D'aller vers des applications de partage,
d'aller, tu sais, de regarder si vous pouvez louer un équipement sportif plutôt que de l'acheter, mais juste peut-être essayer une fois. Peut-être vous allez y prendre goût, puis vous allez vouloir essayer d'autres choses, et ça va probablement changer vos perceptions. Donc, je pense que ça vaut le coup, puis ça crée du lien, ça crée de la relation, comme tu dis, Annette, puis je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc, l'essayer, se donner la chance de l'essayer. Julie-Christine? J'allais aller un peu dans le même sens, de commencer par explorer tout simplement les plateformes qui existent, comme Hélène le disait. Puis peut-être commencer aussi par voir quel type d'objet, de bien on est prêt à aller vers l'usager ou la location. Il y a peut-être des sortes de biens qu'on est moins à l'aise de le faire pour commencer, donc pour que ce soit plus facile de commencer par ce qu'on est à l'aise. Puis vraiment juste, c'est ça, d'explorer ce qui existe, de voir si ça correspond à ce à quoi on s'attendait, à nos besoins, etc. Puis on peut être vraiment agréablement surpris. Là. Absolument. Merci, Julie-Christine. Pour toi, Fauve, ça serait quoi? Ben, je prends l'exemple, moi, ma sœur, peut-être qu'elle nous écoute, mais la première fois que je l'ai mis sur le Partage Club, elle était comme, aïe, tu sais, je le fais vraiment pour toi, là. C'est comme, c'est vraiment pas mon genre. Puis, je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose pour comme enlever les pissenlits, puis tout ça, puis elle était comme, là, il s'en vient chez moi, là, il va comme partir avec, là, j'ai l'impression qu'il habite à Montréal, j'habite pas à Montréal, je pense qu'il va partir avec mon arrache-pissenlit. Puis, j'étais comme, écoute, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis, il est revenu encore plus propre, comme on disait tantôt, les gens font attention. Puis, tout de suite après, puis ça, c'est là que ça a été comme pour moi une révélation, elle était comme, elle, là, j'y prêterais ma maison. Wow! Fait que ça prend de la confiance. Ça prend un arrache-pissenlit pour générer la confiance. Mais au-delà de l'arrache-pissenlit, oui, mais au-delà, c'est qu'est-ce qui a fait, c'est que ça prend de la confiance pour partager, mais quelque chose que je n'avais pas envisagé, c'est que ça crée de la confiance après qu'il y a eu du partage. Oui. Fait que les gens, rapidement, après qu'il y a eu un échange, puis c'est comme, il y a quelqu'un qui a voulu m'aider, tu sais, comme toi, les échanges, je suis sûre que tu as des amitiés qui sont créées peut-être même à travers. Ah ben oui, on a des super bons amis, là, genre partout dans le monde, même à Montréal, tu sais. Oui, j'ai rencontré des personnes incroyables. Ouais. C'est fou, là. C'est une richesse humaine. Puis je pense que c'est 40 des Canadiens qui connaissent entre 0 et 2 de leurs voisins. Là, on ne connaît plus notre monde. Là. Non, c'est vrai. Puis on fuit une profonde solitude. Là. Il y a même un ministère de la solitude dans certains pays. Là. C'est tellement triste. Mais oui, c'est triste, un ministère de la solitude. Oui, ça existe. OK. Ouais. En tout cas, bref, j'adore relationnel transactionnel. C'est bon. Oui, vraiment. Ça sera les mots de l'année qu'on voudra laisser aux gens. Puis là, je vous lance ça spontanément. Je vous ai pas préparé à ça. Je vous avais pas mis cette question-là. Mais rapidement, si vous aviez une lecture, un balado, un documentaire, un film à suggérer aux gens à écouter, lire, regarder pendant le temps des fêtes, ça serait quoi? Rien de neuf de Marie-Michel Larrivée. Oui. Le livre. Oui, le livre Rien de neuf aux Éditions de l'Homme. Moi, j'irais peut-être avec le documentaire Netflix de Buy Now qu'on a parlé tantôt. Assez choc, mais ouais, voilà. J'irais avec ça. Ce qui me vient en tête, moi, je l'ai lu dernièrement, c'est Le Vidangeur. Donc, c'est pas sur la réduction à la source, mais ça permet de voir ce qui se passe avec nos fameux déchets, matières recyclables. Hein? Ça disparaît pas dans une autre dimension. Il y a des gens derrière ça qui gèrent. Donc, j'ai trouvé ça très éclairant de lire. C'est quelqu'un dont c'est le métier de collecter les matières résiduelles. Donc, très, très intéressant comme lecture. Le Vidangeur. Oui. La balado, ça va mieux qu'on pense, de Grégory Pratt puis Bianca Bernard, duo improbable, qui est très drôle et qui vulgarise beaucoup de propos sur des actions positives, puis recommandé. Wow. Et merci pour vos suggestions. Moi aussi, il y en a que j'ai pas pu encore consommer, notamment ce balado que je mettrai dans mes oreilles. Et les lectures, je les conseille fortement. Puis le documentaire aussi, là, Buy Now. Absolument. Donc, merci de vos lumières aujourd'hui, puis de cet échange qui, je trouvais vraiment avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de douceur pour les personnes qui écoutent. J'espère que ça aura ouvert cette petite faille qui pourront habiter différemment, puis qui pourront se permettre d'essayer des choses, hein, de se donner la chance, puis de créer du lien humain avant de consommer, puis avant de penser à la transaction comme telle. Merci pour ces beaux mots à toutes les quatre. Je trouve que ça finit bien notre année 2024 à l'effet durable. Donc, j'étais en compagnie de Fauve Doucet, du Partage Club, Annette Nguyen du Schwab Club, Hélène Gervais qui travaille en environnement chez Recyc Québec et Julie-Christine Denoncourt, analyste chez Équiterre en réduction à la source. Merci à toutes les quatre de votre passage. Merci, Maud.
Et là, c'est ce qui m'amène à la conclusion de notre dernière émission de l'année. Évidemment, je remercie tout le monde qui a participé. J'espère que vous avez eu tout autant de plaisir que moi, que nous, à écouter les merveilleux partages de toute la saison automnale de l'effet durable. On se retrouve le 14 janvier 2025, donc ça nous fait des belles petites vacances. D'ici là, prenez soin de vous. Permettez-vous de ralentir, de connecter à ce qui vous fait vibrer, vous nourrit profondément. C'est ce que je nous souhaite pour le passage vers la nouvelle année. Merci à Maurice Bolduc et à Yomide Ojo à la mise en onde, qui font toujours un travail fabuleux. Toute l'équipe de CIBL aussi qui offre un espace pour ouvrir les horizons sur les enjeux socio-environnementaux qu'on vit présentement. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible depuis bientôt 3 ans. Écoute, on va faire une grande fête pour ça, je pense. Et un grand merci évidemment à nos invités qui sont les actrices et les acteurs de changement dont on a besoin, et puis aux auditeurs, auditrices d'être toujours à l'écoute. Merci. On sera toujours en rediffusion le jeudi à 11h et on peut être entendu en rafale sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec. Donc, mettez ça dans vos oreilles pendant le temps des fêtes aussi. Joyeuses fêtes et on se dit donc à l'année prochaine. Une excellente journée à vous sur nos ondes.